Ça marche. L'audience est ouverte. Madame le greffier, quelle affaire arrive devant nous aujourd'hui ? Monsieur le Président, il s'agit de l'affaire Fever contre les consorts Bernet et Leray. Alors Bernet, ça se termine par AY, je précise tout de suite, hein, et non pas par E. Et Leray, c'est ET, hein, non pas deux R et. Alors, c'est une affaire pénale, hein, puisque l'avocat donc, des époux Bernet-Leray, représenté ici par Maître Haïry, a délivré une citation, ce qu'on appelle une citation directe, c'est-à-dire poursuit devant le tribunal la société Fever, qui est représentée par Maître Gauthier, ici présent, et lui reproche de l'avoir trompé, car ce sont deux époux qui évidemment qui ne se connaissaient pas à l'origine et qui se sont rencontrés par l'intermédiaire d'un site de rencontre qui s'appelle le site Fever, c'est une application. Et là, ça va peut-être vous expliquer la présence de mon assesseur de gauche, si j'ose le dire, puisque là, il va pouvoir traduire à ma place, parce que c'est une application qui met en relation des personnes qui souhaitent se rencontrer, avoir des relations durables. Et cette société utilise pour cela, ne me demandez pas ce que ça veut dire, mais un algorithme traitant les informations que chaque utilisateur, c'est-à-dire chacune des deux personnes, va remplir dans l'application. Alors, comme le dit l'assignation, si Fever ne promet en aucun cas l'amour à 100%, Fever promet 100% de compatibilité. Donc, grâce à cette application, ils se sont rencontrés, ils se sont mariés, mais le couple a explosé et après 2 ans de mariage, ils ont divorcé. Et puis, un peu après leur divorce, le journal Le Monde, alors vous connaissez la plume acerbe de Pascal Robert Diard, le journal Le Monde a révélé l'existence d'une faille informatique chez Fever. C'est-à-dire que l'algorithme qui était censé organiser la compatibilité des utilisateurs, donc des futurs époux, ne traitait en réalité depuis plusieurs années que 70% des informations renseignées et non pas la totalité des informations. Sans qu'on puisse exactement déterminer quelles sont les catégories d'informations que l'algorithme n'a pas traitées préalablement aux mises en relation qu'il recommandait. Donc, les ex-époux Bernet, qui là choisissent le même avocat, ils sont d'accord là pour... ils ont des intérêts communs quand même. Ils estiment que Fever a failli à ses obligations puisqu'elle la société promettait une compatibilité qu'en réalité, selon le plaignant, qu'elle n'était pas capable d'assurer. La période de défaillance qu'a révélée Pascal Robert Diard coïncide précisément avec la date de leur rencontre. Et ils ajoutent dans leur plainte que la principale divergence qui a conduit à leur séparation alors c'est un point important, portait sur la possibilité de s'expatrier pour raisons professionnelles. Or, et c'est là qu'il y a un problème, Madame Leray souhaitait partir travailler à l'étranger et Monsieur Bernet souhaitait impérativement rester en France. Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un algorithme, vous allez nous l'expliquer tout à l'heure, mais il n'y a peut-être pas besoin d'algorithme pour s'apercevoir que là, il y a un petit souci. Bon, donc... les parties civiles exposent que la référence aux souhaits d'expatriation, évidemment, et des orientations professionnelles figurait parmi les critères qui auraient dû être pris en compte.
Voilà, donc j'ai un petit peu résumé l'affaire. Maître Ayri, vous représentez donc les ex-époux Bernet. Et quelles sont vos observations? Sur votre rapport, pas d'observation. Est-ce que vous souhaitez que je prenne d'ores et déjà la parole? Oui, bien sûr. Vous m'invitez à prendre la parole? Oui, quand je dis observation, Oui. Vous pouvez plaider, maître? Oui, je vais plaider, mais j'ai toujours peur quand vous dites observation, j'ai peur que ce soit très court. N'ayez pas peur, vous avez le droit de plaider, maître. Merci. Monsieur le Président, Madame, Monsieur du tribunal, il n'existe pas de droit à l'amour, pas plus qu'il n'existe de droit au bonheur. Je dis cela en ouverture de mes propos parce que je ne voudrais pas que, par inadvertance, les personnes qui prendront la parole après moi puissent laisser croire à votre tribunal que j'ai dit l'inverse. Il n'existe pas de droit au bonheur et pourtant, il existe des obligations de loyauté, de transparence, que notre droit sanctionne en toute matière, y compris dans les affaires où on parle d'amour. Les textes du Code de la consommation, et notamment l'article 121.2, au visa duquel j'ai effectivement directement cité la société Fever devant votre tribunal, est le texte qui, en France, dans de très nombreuses matières, sanctionne, régule les pratiques commerciales dites trompeuses. Sans imposer une lecture au tribunal, la pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes. Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications, présomptions fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants, notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, ses propriétés, les résultats attendus de son utilisation. De même, la portée des engagements de l'annonceur. Une jurisprudence abondante s'est depuis près de 40 ans construite autour des textes régulant la publicité trompeuse et les pratiques commerciales. Et je fais d'ores et déjà une prétération avant que, le cas échéant, cette remarque soit formulée une fois que j'aurai fini de plaider. Malgré l'évolution de ce texte, qui a subi une légère transformation par la loi du 3 janvier 2008, la Cour de cassation, le 27 janvier 2015, le 4 novembre 2008, chambre criminelle à 2 reprises, a considéré que l'ensemble de la jurisprudence antérieure à cette ultime modification du texte était néanmoins applicable. Et que nous dit cette jurisprudence? Elle nous dit qu'en ce qui concerne l'élément matériel de cette infraction, eh bien, il faut que la pratique puisse provoquer une décision chez le consommateur. Mais dans le contexte scientifique sur lequel je reviendrai un peu plus tard dans mes propos, le fait de promettre 100% de compatibilité entre nous, après avoir pris soin de collecter auprès des utilisateurs toute une série d'informations qui, à leurs yeux, sera traitée afin d'établir cette compatibilité, le reste appartient aux personnes qui se rencontrent, mais cette compatibilité relève d'une promesse de Fever. Et nous savons que cette promesse a été violée puisque seulement 70% des informations que mes clients ont intégrées dans cette base de données ont été en réalité traitées. Il y a une chance significative pour que si cet algorithme avait fonctionné correctement, mes 2 clients n'aient jamais eu à se rencontrer. Quant à l'élément moral de l'infraction, qui peut de temps en temps faire quelques débats au sein de la doctrine, eh bien, nous sommes en présence d'un texte quasiment formel, en tout cas considéré comme tel par la jurisprudence de la Cour de cassation. La simple négligence ou l'imprudence du prestataire de service de Fever suffit à caractériser cet élément. La publicité trompeuse, disait la Cour de cassation en 1978,
par un arrêt célèbre de sa chambre criminelle, est interdite et sanctionnée qu'elle ait été faite de bonne foi ou de mauvaise foi. De la même manière, l'a-t-elle rappelé le 5 avril 1995, chambre criminelle à nouveau, la mauvaise foi de l'annonceur n'est pas un élément constitutif du délit de publicité. Donc peu importe au fond qu'il y ait de la part de Fever une volonté de nuire, la négligence d'un prestataire sur une problématique aussi technique, sur une promesse aussi claire faite au marché, suffit à caractériser l'élément moral de l'infraction. Alors, de l'autre côté de la barre, il n'est pas impossible que tout à l'heure, on vienne invoquer la dimension très irrationnelle du sujet qui nous réunit aujourd'hui. Quoi de plus irrationnel que la rencontre de deux êtres, que l'émergence du sentiment? Eh bien, voyez-vous, ce sera beau, mais ce sera faux, parce que le caractère irrationnel est néanmoins pris en compte par la jurisprudence en matière de tromperie et de pratiques commerciales trompeuses. Il a été jugé par la Cour d'appel de Pau, le 3 avril 2008, que même une activité proposée par un marabout, que les sciences occultes, celles de la divination et de la voyance, sont soumises aux dispositions de l'article 121.2 du Code de la consommation, que même dans les domaines les plus irrationnels, où une forme de croyance induite peut amener le consommateur d'attention moyenne à croire une proposition qui lui est faite, eh bien là encore, dans un domaine aussi irrationnel que probablement aucun d'entre nous autour de dans cette salle d'audience ne considérait comme valable, eh bien là encore, on a considéré qu'il y a une obligation de loyauté et de transparence dans ce que l'on promet. De la même manière, sans aller dans les domaines les plus occultes, il a été jugé à plusieurs reprises, cassation criminelle 13 janvier 2016, Cour d'appel de Rennes 25 mai 2000, que les prestations proposées par des agences matrimoniales, c'est-à-dire que nous sommes au cœur de la problématique qui nous réunit, sont elles-mêmes soumises à une obligation de loyauté et de transparence au visa 221.2. Le prévenu ne saurait utilement invoquer le caractère irrationnel de l'activité considérée. La société E-France, ayant pour activité le courtage matrimonial, ainsi que sa gérante, Madame Y, ont été poursuivis à bon droit devant le tribunal pour pratiques commerciales trompeuses. Les premiers juges les ont déclarés coupables et les ont condamnés chacun à une amende à payer. Et condamné pour publicité trompeuse une agence matrimoniale faisant miroiter des rencontres avec des hommes d'une certaine catégorie de profession, alors que seuls 4 adhérents sur 34 entraient dans cette catégorie. Même lorsque l'on parle d'amour, on nous doit un peu de vérité. Alors, comme le domaine n'est structurellement pas exclu du champ d'application de 121.2, peut-être que de l'autre côté de la barre, on va aller se placer d'un autre côté, c'est-à-dire celui du droit de l'annonceur, du prestataire, d'exagérer quelque peu les qualités du produit qu'il propose. Cette emphase commerciale, ce bondol, ce produit merveilleux qu'on vous propose, et qui, dans le rapport fondamental qui s'établit entre celui qui propose et celui qui achète, celui qui consomme, est peut-être dans une intelligence normale dégradée des oripeaux de l'emphase. Le bondol. Ce bondol qui a valu, lors de nos études de droit, l'étude de toutes ces jurisprudences extraordinaires sur cette phase d'emphase, cette partie d'emphase de l'annonce de l'agence commerciale qui doit être nécessairement dégradée par le consommateur. Eh bien, voyez-vous, ce qui est intéressant, c'est que la notion de bondol et d'emphase a été visitée par la jurisprudence de la Cour d'appel de Paris ainsi que de la Cour de cassation en matière de publicité. Et savez-vous ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que la notion de bondol ou d'emphase disparaît lorsque, quand? Eh bien lorsque la publicité est établie sur la base de chiffres exprimant une vérité mathématique. De la même manière que dans notre connaissance du droit, l'aléa chasse l'erreur, l'aléa chasse le droit parfois, nous a-t-on appris quand nous étions en deuxième année de droit. Eh bien, en matière scientifique et en matière de publicité, la science chasse l'aléa. Dès l'instant, dit la Cour d'appel de Rennes, dit la Cour de cassation,
qu'une information scientifique, présentée comme telle, crédible, est présentée, eh bien la notion de bon dol ne peut plus constituer une excuse justificative pour la personne poursuivie. Et il est là le sujet. Et il est là le sujet. Savez-vous combien il y a d'agences matrimoniales en ligne et de propositions de prestataires de services en matière de rencontres en France? Il y en a plus de 2000. Savez-vous combien de personnes en France ont reconnu s'être inscrites sur des sites de rencontres? Près de 13 millions. Ce chiffre a augmenté de 360% au cours des 5 dernières années. Et plus intéressant encore, cette population se démocratise. Là où elle était réservée à une population urbaine et diplômée, elle a tendance à s'élargir sur le territoire et toucher des populations et des classes sociales de plus en plus larges. C'est dire l'importance du jugement que vous aurez à rendre, en ce qu'il régule une activité, en ce qu'il régule une pratique. Et plus intéressant encore, si l'on regarde les chiffres qui ont été distribués et qui ont fait l'objet d'un certain nombre d'enquêtes, le chiffre d'affaires du marché de la rencontre en France atteignait en 2016 140 millions d'euros. C'est un marché, et c'est un marché pertinent. Sur les 2000 entreprises qui proposent des services, 60% du chiffre d'affaires que je viens de mentionner est réuni entre les mains des 5 premières. C'est dire que c'est un marché concentré, dans lequel il faut acquérir le client le plus rapidement possible, quitte à prendre des risques, quitte à leur faire miroiter des prestations qui ne sont pas réelles. Parce que, évidemment, on se situe dans un domaine qui est si irrationnel, celui de l'amour, qu'on n'imagine pas que par la suite, des personnes qui aient pu utiliser vos services puissent venir réclamer une indemnisation si la prestation initiale qui a été fournie était une prestation mensongère ou imparfaite. Se cachant derrière le flou artistique de l'amour, le romanesque, eh bien, ces entreprises n'hésitent pas, et c'est le cas de Fiverr, à prétendre qu'elles peuvent offrir 100% de compatibilité. Aucune autre entreprise du secteur n'a jamais promis quelque chose d'identique. Donc, il y a une attractivité de cette information. Et cette information n'est pas une information neutre. Elle est d'autant moins neutre que si on examine la manière dont le consensus scientifique s'est établi autour du rapport intime entre les mathématiques, les statistiques et l'amour, il y a profusion de projets partout dans le monde. Une équipe de chercheurs menée par le professeur Kang Zhao à l'université de l'Iowa a récemment découvert une méthode qui améliore largement les chances de trouver en ligne un partenaire. Cette formule, qui a été mise au point en 2014, calque les techniques qui sont utilisées non pas par les agences matrimoniales qui vous demandent de remplir toute une série de critères sur votre partenaire idéal, mais votre comportement sur Internet. Et c'est ce comportement, la manière dont vous déplacez la souris lorsque vous êtes sur un site marchand, les sites que vous fréquentez, votre comportement quotidien qui est scruté afin de pouvoir créer des compatibilités. Et ce laboratoire se targue d'avoir pu améliorer de 40% les chances d'une personne de trouver son partenaire idéal. Plus récemment, 2 chercheurs de l'Institut de recherche socio-économique du Luxembourg ont eu l'idée de pousser un peu plus loin les 10 critères. Au-delà des goûts et des couleurs, de l'analyse de la navigation de la popularité, le nombre de messages reçus par exemple par une personne, les professeurs Dupuis et Galichon ont mis au point un modèle mathématique inspiré de l'économie. Et voilà ce qu'ils disent. La plupart d'entre nous procèdent à une évaluation basée sur une liste de contrôle mental des qualités que nous recherchons chez un époux ou une épouse. Autrement dit, nous effectuons une transaction de nature économique, car nous recherchons le meilleur accord pour nous-mêmes, en faisant concorder nos attributs avec ceux d'une autre personne. Dans ce contexte, le mariage s'apparente ni plus ni moins à une sorte de marché. Le modèle calcule une valeur dite d'utilité commune qui correspond à une mesure du bien-être de la relation et de la préférence mutuelle. Un peu plus loin, ailleurs, un certain Chris McKay, je continue, étudiant en mathématiques de l'Université de Californie, UCLA, échouant à décrocher le moindre rendez-vous sur le site OkCupid, a décidé de hacker le site. Il l'a hacké pour accéder aux données concernant les femmes hétérosexuelles ou bisexuelles entre 25 et 45 ans.
Il a conçu lui-même un algorithme capable de traiter l'information et d'identifier celle des candidates les plus appropriées. L'histoire raconte qu'au 88e rendez-vous, il a rencontré son épouse. Anna Fry, Peter Brackus, John Gottman, qui est sociologue, James Murray, mathématicien, ont établi chacun des réflexions poussées sur les rapports entre les mathématiques et l'amour. Anna Fry a établi qu'il fallait statistiquement écarter les 37 premiers % de nos rencontres si nous voulions maximiser les chances de faire notre vie avec un individu. Peter Brackus a établi une analyse statistique, puis mathématique, lui permettant d'établir que seules 27 femmes dans tout le Royaume-Uni pourraient lui correspondre, et que ses chances pour lui de rencontrer la dite compagne en marchant dans la rue étaient de 1 sur 285 000. Mais, Monsieur le Président, Madame, Monsieur du Tribunal, tous ces chercheurs qui ont établi un consensus scientifique intéressant ont tous conclu leurs travaux en rappelant que l'émotion humaine n'est ni ordonnée, ni rationnelle, ni prévisible. La seule entreprise qui soit allée au-delà de ce consensus, qui soit allée le briser pour faire croire à des consommateurs qu'il est capable de leur offrir 100% de compatibilité, c'est Fiverr. C'est Fiverr. Pourquoi ? Pour capter le plus rapidement possible au sein d'un marché où ces entreprises se concentrent, où il faut capter la clientèle le plus rapidement possible, quitte à prendre tous les risques. Et c'est exactement ce que le Code de la consommation essaye de pondérer. Ils ont menti aux consommateurs. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous ne réclamons pas l'indemnisation d'un amour fugace. Et nous croyons aussi en l'amour. Nous aimerions aimer, comme dans les livres. En ce soir du Ritz, soir de destin, elle m'est apparue, Monsieur le Président, noble parmi les ignobles apparus. Redoutable de beauté, elle et moi, et nul autre en la cohue des réussisseurs et des avides d'importance, mais pareil d'autrefois, nous deux seuls exilés. Elle seule comme moi, et comme moi triste, et méprisante, et ne parlant à personne. Seule amie d'elle-même, et au premier battement de ses paupières, je l'ai connue. C'était elle, l'inattendu et l'attendu. Aussitôt élue en ce soir de destin, élue au premier battement de ses longs cils recourbés, elle, Boukhara divine, heureuse Samarcande, broderie au dessin délicat, elle, c'est vous. Bien sûr que nous aimerions rencontrer l'âme sœur telle Solal rencontrant Ariane. Bien sûr que nous aimerions rencontrer l'âme sœur telle Cary Grant sur le pont d'un paquebot croisant Deborah Kerr dans Elle et lui de Léo McCarey. Bien sûr que nous aimerions embrasser pour la première fois celle que nous aimons au milieu du Millennium Faucon en lui disant « Vous m'aimez parce que je suis un vaurien et qu'il n'y a pas de vaurien dans votre vie. » Nous aimerions tous cela. Mais voyez-vous, nous ne vivons pas dans les romans. Nous ne sommes pas des super-héros. Nous sommes des personnages normaux et nous faisons partie de la vérité des choses. Et les hommes comme nous, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du tribunal, les gens comme nous, eh bien parfois ils ont besoin d'aide pour trouver l'amour. C'est tout. Mes clients ont demandé de l'aide. Cette aide leur a été proposée, elle leur a été vendue. Et la personne qui leur a vendu cette croyance leur a menti. Elle s'est trompée peut-être, mais toujours est-il que la prestation n'était pas au rendez-vous. Et que la sérénité avec laquelle la société Fiverr a poursuivi son activité en prenant tous les risques mérite que votre tribunal, ce tribunal, se penche dessus. Nos demandes ne sont pas excessives. Nos demandes ne sont pas excessives. Nous ne demandons que deux choses. 1 € de dommages et intérêts pour chacun des ex-époux, mais également le remboursement des frais de divorce qui ont été les leurs pour une somme forfaitaire de 10 000 €. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Maître, je vous remercie. Alors, je vais donner la parole au ministère public. Le ministère public, c'est le procureur de la République. Et nous sommes en matière pénale, donc il a son mot à dire. Mais il faut savoir que ce n'est pas lui qui est à l'origine de la poursuite.
Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas tenu par la position de la victime. Il peut, mais il n'y est pas tenu. Donc, Madame le procureur Heinisch, vous avez la parole pour vos réquisitions. À titre liminaire, je voudrais féliciter les avocats. Ils rédigeaient déjà des contrats prénuptiaux avec des belles clauses, des divorces avec des belles clauses, et maintenant des actions post-divorce à la recherche de tiers responsables. Voilà une profession déterminée à investir tous les domaines de l'amour, qu'avec sa poésie bien spécifique, elle appelle les périmètres du droit. Comment avez-vous dit ? Ce que vous avez entendu était beau, mais c'était faux. Certains hommes badinent avec l'amour, d'autres aiment le jeu de l'amour et du hasard. Théodore et Samantha, eux, préfèrent la certitude statistique, l'autoroute toute droite. Ils veulent un couple de la sécurité, sans errance, ni fantaisie, un couple en marche. Ils ont donc remis leurs données à un algorithme en contrepartie de règles qu'ils pensaient infaillibles. L'amour éternel, le Graal, la promesse de l'aube. Théodore et Samantha ne se sont pas seulement dévoilés, ils se sont donnés entièrement. Peut-être pas l'un à l'autre, mais à l'algorithme. Ils se sont déshabillés devant lui, autant, façon striptease, tout ce qui pouvait les protéger. Ils lui ont confié leurs données personnelles, de leurs préférences sexuelles jusqu'à leurs goûts alimentaires. Ils se sont abandonnés à l'algorithme en lui demandant, en le sommant, d'évaluer leur potentiel de désirabilité. Ils se sont mis à nu pour trouver le partenaire idéal et que 1 + 1 cesse de faire 2, n'en déplaise au tribunal un peu tatillon sur les chiffres. Le jeu en valait-il la promesse de chandelle ? Manifestement non, puisque Théodore et Samantha se plaignent d'un algorithme défaillant. Toutes les défaillances doivent-elles être judiciarisées ? Oui, répondent étonnamment les avocats. Mais du côté du ministère public, qui parle, selon les termes du Code de procédure pénale, au nom du bien et pour la société, la réponse est non. L'algorithme sollicité par Théodore et Samantha a pourtant fait ce pourquoi il était programmé. Il a évalué leur physique, leur niveau d'intelligence, leur QI, leur réussite professionnelle, leur milieu socio-culturel. Et puis il a bugué. Il a réuni Samantha, plus jeune que Théodore, Samantha, moins belle que Théodore, Samantha, plus diplômée que Théodore, Samantha, venant d'un milieu moins aisé que Théodore. L'amour les aveuglait manifestement déjà, puisque Fever, qui est réac, c'est-à-dire de son temps, n'aurait jamais réuni un couple aussi moderne. L'algorithme en fonction ne propose jamais à une femme un homme plus jeune et moins riche qu'elle pourrait entretenir. Mais l'inverse, oui, bien sûr, tous les jours, et sans bug. Et que fait Marlène Schiappa ? Tellement déçue de la science qui ne s'avéra pas si exacte, Théodore et Samantha en viennent à vous soumettre une plainte qui repose une fois encore sur la poésie des avocats. J'ai nommé la tromperie et le code de la consommation. En réalité, nous sommes ici en raison de notre exigence collective de résultats, de performance, de transparence. Assurance tout risque ou sans risque. Principe de précaution, risque zéro. Pourtant, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Juridiquement, la tromperie peut se commettre à l'occasion d'un contrat civil ou commercial si l'une des parties tend à provoquer une erreur dans l'esprit de l'autre. Théodore et Samantha se sont connus, se sont reconnus, ils y ont cru, se sont aimés,
Ils se sont même dit oui, encadrant probablement une photo au mur d'un goût un peu douteux, robe blanche et smoking sur mesure. Puis ils se sont désaimés. Jusqu'à aujourd'hui, on appelait ça la vie. On disait même « chacun pour soi » est reparti dans le tourbillon de la vie. Mais plutôt que de déchanter, plutôt que de chanter, Théodore et Samantha déchantent. Ils arguent que sans un bug, rien de tout cela ne serait advenu. Le représentant de l'État que je suis, détenteur du monopole de la violence légitime, se sent d'une douceur absolue devant ce couple qui vient se répudier devant vous au motif qu'un ordinateur se serait trompé. Peut-être, oui, l'ordinateur s'est-il trompé, mais les a-t-il trompés, eux? Ont-ils perdu tout discernement au point de ne plus savoir s'ils se sont aimés comme avant? La chanson échappe, comme avant les menaces et les grands tourments. Mais revenons-en à l'origine de la législation sur la tromperie. On y retrouve la volonté de corriger l'inégalité supposée entre une partie forte, le professionnel, et une partie faible, le consommateur. Mais ici, qui est le fort et qui est le faible? Et n'avons-nous pas affaire à deux consommateurs? Qui est capable de sentiments? Qui est capable d'aimer éperdument? N'est-ce pas l'unique domaine où nous surmontons encore les ordinateurs? Alors votre tribunal, sur le plan juridique, ne pourra entrer en voie de condamnation que si vous considérez que la tromperie a porté sur une qualité substantielle de la marchandise. Parlez-moi d'amour. Que Marlène Schiappa ne s'affole pas, la loi permet d'éviter le mot marchandise. Nous pourrons le remplacer par bien mobilier corporel. Parlez-moi d'amour. La rencontre promise entre Théodore et Samantha n'est-elle pas la prestation essentielle due par Fever à charge pour ses amoureux de vouloir persévérer ou pas? Est-ce qu'une fois mariés par Fever, plus personne n'aurait le droit de divorcer? Et si les bugs permettaient plutôt d'avancer, de lutter contre une société de plus en plus aseptisée, où l'amour est réduit à l'habitude et où Fever recrée sans cesse le même modèle archaïque, une maman, un papa, alors que le bug permet la PMA. Moi, qui représente la société, je vois dans leur couple et dans leur bug une avancée pour la société, ou plutôt le refus de sa chute. La société buggera ou elle mourra. Le bug que vous évoquez nous permet de rester attentifs, d'avoir conscience que la machine de l'amour peut s'enrayer à tout moment. C'est la crainte du bug qui fait continuer de battre notre cœur. Qui vibrerait pour une certitude? Sans bug, nulle crainte d'être quitté. L'amour ressemblerait à des hommes tristes qui ne s'enivrent plus, à ces mathématiciens terre à terre qui marmonnent et on n'y comprend rien. Tandis qu'à l'apparition du bug, le mathématicien se transforme, à l'image de Clark Kent devenant Superman. Il tourbillonne lui aussi dans feu la cabine téléphonique et il en ressort non pas avec une cape rouge, mais en tenue d'araignée. Double bug. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il porte la robe d'Henri Leclerc. Est-ce que cela rassurera Théodore et Samantha? Parce que lorsque je regarde le tribunal, composé d'une assesseure, d'un président et d'un algorithme, certes porteur d'une médaille, mais qui n'est pas non plus un pare-feu, je me dis que Théodore et Samantha doivent trembler à l'idée qu'un bug puisse encore advenir. Enfin, et ce n'est pas le moindre, votre tribunal s'interrogera sur le préjudice qu'auraient souffert nos plaignants. Ils ont aimé. Ils ont aimé. Théodore et Samantha ont d'abord tressailli devant leur application Fever qui leur annonçait des profils en feu. Ils ont tressailli encore à la première rencontre In Virtual Life, IVL pour les initiés. Au premier baiser, toujours IVL.
Et enfin, au baiser IRL, in real life. Combien reste pour le coup cloué au stade virtuel? Quel est le préjudice d'avoir été heureux 18 mois ou 2 ans? Ils auraient pu ne matcher avec personne. Samantha, typiquement. Une femme ambitieuse professionnellement. Une working girl, de celles qui font fuir les hommes. Que pouvait-elle espérer IRL? Peu de chance de trouver chaussure à son melon. Grâce au bug, Samantha a pu échapper 18 mois à l'inéluctable célibat. Quant à Théodore, il a pu se soustraire à la compagnie d'une desperate housewife qui lui était destinée. Est-ce un préjudice du point de vue de la société? Non. La Cour de cassation est claire. Il n'y a pas de préjudice d'être né. Souvenez-vous de la polémique après le fameux arrêt Perruche. Et par corollaire, vous direz qu'il n'y a pas de préjudice de naître à l'amour. Poésie de procureur. Ce que l'avocat de Théodore et Samantha a appelé une plainte n'est en réalité qu'un chagrin. En tout état de cause, et même à admettre que le préjudice ait existé, il est réparé puisqu'ils se sont débugués. Il faut donc que votre tribunal envoie un message clair à la société et relaxe Fever. C'est la grandeur des démocraties que de relaxer même les entreprises qu'elles réprouvent. Au moins, et je le réaffirme avec force, Théodore et Samantha ont-ils pu aimer une fois, en vrai, connaître que tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels, toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de 2 de ces êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux. Mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière. On se dit, j'ai souffert souvent, je me suis trompée quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice, créé par mon orgueil et mon ennui. C'est moi qui ai vécu. Alors, vous avez vu que l'accusation ne soutient pas la poursuite. C'est rare, mais ça arrive. Et vous avez vu aussi la liberté de ton et de parole que chacun peut avoir dans une enceinte judiciaire. Alors, il reste maintenant la parole à la société Fever, qui est représentée par Maître Gauthier, qui arrive d'ailleurs avec un large sourire après les réquisitions du ministère public. Absolument, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, ce sont des moments de grâce de passer après le procureur. Le procureur qui vient de donner une consistance de chair, de sang, d'amour, de sentiments, de personnalité, de passion. Alors que, en écoutant la partie civile, Samantha et Théodore, nous avions l'impression de revivre le procès qui eut lieu devant votre tribunal il y a 2 ans, où un robot avait initié un contentieux contre l'entreprise qu'il avait créée, lui faisant un certain nombre de reproches. Eh bien, en écoutant le cas de la partie civile, nous avons eu l'impression que c'était désincarné. Il n'y a pas eu un mot sur la personnalité de Théodore et de Samantha, sur leur première rencontre, sur leur premier baiser, sur leur couple, les 2 ans qu'ils ont vécu. 2 ans. Ça n'est pas une sortie de boîte de nuit ou
une rencontre de plage. Ils se sont mariés, ils ont vécu 2 ans et ils ont divorcé, sans qu'on sache quelle est la cause de leur rupture. Mais il est vrai que si le divorce était par consentement mutuel, ça ne s'est fait plus, en tout cas pour certains, devant les juges, et il y a l'intervention des avocats, qui en soi est une bonne chose. Le mécanisme Fever est effectivement fondé sur un algorithme. Des données sont entrées par les internautes, les clients, pour, en l'occurrence, faire une rencontre amoureuse et espérer d'avoir en face de lui le partenaire idéal qu'a décrit, fût-ce parfois par a contrario, le procureur il y a un instant. Bien sûr, il y a des déceptions, mais elle a quand même mis 2 ans, la déception, à se manifester. Est-ce que c'est pour autant une pratique commerciale trompeuse ? Maître Herry vous a cité le texte du Code de la consommation. La pratique commerciale trompeuse, c'est un mensonge, c'est une déloyauté, c'est une fausseté. Chez les Romains, il y avait une métaphore pour décrire que c'était comme l'appât pour les poissons. Un appât pour que les poissons viennent mordre à l'appât et être ensuite dévorés. C'est fallacieux. C'est un juriste romain qui s'appelait Labéon, 1er siècle avant Jésus-Christ, qui l'a défini, alors je vous le lis en latin, « Omnem fallaciam », ça n'est pas du Molière, « Omnem fallaciam machinationem ad circumveniendum alterum adibitam », c'est-à-dire toute ruse fallacieuse, toute machination est alors constitutive d'une tromperie. La question est de savoir s'il y a eu ruse, machination et s'il y a eu tromperie. Pour déterminer si le consommateur a été induit en erreur par cette présentation fallacieuse, le juge va rechercher quelle est la réaction du consommateur moyen. Et c'est là où je ne suis pas complètement d'accord avec les présentations de Maître Herry et son marabout. Le critère posé par la Cour de cassation et la jurisprudence avant et après 2018, c'est le consommateur normalement avisé. Vous et moi. Celui qui est doté d'un sens critique raisonnable. J'ai utilisé les mêmes arrêts, mon cher confrère. L'arrêt de la Cour de Paris de 1991, des chiffres, je le cite à nouveau, des chiffres exprimant une vérité mathématique avec ses caractères de certitude et de rigueur. Est-ce que, appliqué à 2 êtres humains qui se sont cherchés, qui ont posté un certain nombre de critères les concernant, qui ont vécu ensemble et qui ont divorcé, sommes-nous dans les mathématiques et dans la rigueur? Je ne crois pas. Quant à l'arrêt de la Cour de Rennes, la rencontre amoureuse, c'était une jeune femme qui recherchait un homme PDG, homme d'affaires, artiste, fonctionnaire, médecin ou sportif. Donc elle donnait un certain nombre de critères. Et la base de données n'a pu lui sortir qu'effectivement 4 résultats, et encore ces résultats n'étaient-ils pas satisfaisants? L'algorithme, à cette époque, était bien limité. Oui, il faut revenir à Rome, toujours Rome, et toujours Labéon. Ce sont les Romains, et ensuite une suite ininterrompue pendant les millénaires et les siècles, qui ont fait la distinction entre le dolus bonus et le dolus malus. Absolument. Mais Maître Herry vous en a donné une définition fallacieuse. Car le dolus bonus, ça peut être l'emphase, mais ce n'est pas forcément l'emphase. Ce sont des présentations
très avantageuses pour le produit ou le service qui est mentionné, mais qui font que le consommateur moyen n'y sera pas trompé au regard de ses attentes et, pour ce qui nous concerne, au regard des informations qu'il a données sur lui-même. Car n'oubliez pas, dans la rencontre amoureuse, comme l'a dit le procureur, on se présente soi-même et on croise ensuite le profil idéal qu'on attend de l'autre. Je vous cite quelques arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui ne sont pas l'emphase et qui a estimé qu'il y avait dolus bonus, un bon dol. Maigrir, c'est facile. Pas de l'emphase, ça. La pile Vondeur ne s'use que si l'on s'en sert. C'est pas de l'emphase. Etc. Par conséquent, il y a dans notre procès une question fondamentale de discernement. Et le discernement de l'être humain. L'algorithme n'a pas ce discernement. Traitant les dossiers de façon intelligente, en intelligence artificielle, on ne peut pas utiliser cette idée du discernement. Et on revient au discernement de chacun d'entre nous. Alors la défaillance. La défaillance du système informatique, c'est le prétexte qu'ont utilisé Théodore et Samantha pour exercer très brutalement et contre la volonté du ministère public une citation directe devant le tribunal correctionnel, procédure tout de même exceptionnelle. Cette défaillance, elle n'est pas prouvée. Les parties civiles nous indiquent que ça a marché dans la période où les données ont été croisées, ça a marché pour 70%, il y a 30% où il y aurait eu une défaillance, sans qu'on en soit sûr, et surtout sans qu'on sache si Théodore et Samantha étaient dans cette défaillance, donc s'il y avait une donnée qui, par exemple, avait disparu, et sans qu'on sache également ce qu'ils avaient renseigné sur leur carrière professionnelle. Ça fait beaucoup de questions qui sont sans réponse. Il n'y a même pas eu d'expertise technique. Ah, forcément, pas eu d'instruction préparatoire. C'est inadmissible. Et voilà à quoi on arrive, en citation directe. C'est la raison pour laquelle je n'arrive pas encore à mon dispositif. Si, par extraordinaire, le tribunal était troublé par les explications de la partie civile, en toute hypothèse, il leur donnerait une mesure d'instruction à l'audience, ce qui est dans son pouvoir au terme de l'article 156 du Code de procédure pénale. Il a porté le Code pénal, Monsieur le Président, mais le Code de procédure pénale, vous le connaissez par cœur. Toute juridiction de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, d'office ou à la demande d'une partie, ordonner une expertise. Cela voudrait dire que si le tribunal décidait d'une expertise sur cette fameuse défaillance technique qui, à ce jour, est purement alléguée, eh bien, il faudra renvoyer à une audience ultérieure sous le contrôle d'un des assesseurs du tribunal, pas avant le deuxième semestre 2020, peut-être pas au printemps 2020, mais au deuxième semestre. Mais ce n'est pas la plus grande faiblesse de cette citation directe inconsidérée. La plus grande faiblesse, et la partie civile la connaît, c'est la causalité, le lien de causalité. La causalité, c'est une notion philosophique et c'est une notion ô combien juridique de droit de la responsabilité pénale et de la responsabilité civile. Il faut partir de Pascal. Dans ses pensées, le tribunal se souvient, il y a une pensée très fameuse au sujet du nez de Cléopâtre. Pascal relève que Cléopâtre avait été très belle et avait un nez long. Et il relève que si le nez de Cléopâtre eût été plus court,
il n'est pas exclu que César l'ait dédaigné et ne soit pas tombé amoureux. Il n'est pas exclu qu'ensuite Marc-Antoine n'ait pas non plus succombé sous ses charmes, de sorte que ces deux grands généraux ne se fussent pas battus à Actium, etc. La causalité. Un professeur de droit à l'Université de Paris qui s'appelait Esmin a écrit dans la revue juridique Dalloz un article très fameux sur le nez de Cléopâtre ou les affres de la causalité, sur la responsabilité. Entre le fait initial, supposons-le fautif, supposons la défaillance, et qu'elle tombe exactement sur les 30%, entre le fait initial de Fever et la rupture qui a été consommée par le divorce de Samantha et de Théodore, combien de faits causaux intermédiaires propres à Samantha et Théodore se sont-ils intercalés? L'amour, puis les disputes, je parle comme le procureur, disputes violentes ou pas violentes, on n'en sait rien, on ne les connaît pas. Et puis, finalement, au bout du compte, le divorce. Je répète, nous ne savons rien de ce divorce. La carrière d'un couple, la carrière des membres d'un couple, c'est un point sensible, crucial, fondamental dans notre société de 2019. Évidemment, la carrière de chacun des membres du couple est importante, du mari, de la femme. Évidemment, la question de l'expatriation, des enfants, etc., peut se poser. Mais on ne sait pas, on ne sait rien, on n'a pas de dossier d'instruction. Si, par exemple, indépendamment de la défaillance, Théodore avait dit à Samantha « Mais pas de problème, ma chérie, oui, si jamais ton métier de working girl te conduit à aller à l'étranger, New York, Singapour, Amsterdam, restant en Europe, pas de problème, on s'arrangera, je m'occuperai des enfants ou je me ferai muter moi-même, etc. » Ce sont des rapports sociologiques, ce sont des rapports entre deux couples, deux familles. C'est ce qu'un autre auteur, Carbonnier, appelait le non-droit. Or, l'action, la citation directe de la partie civile conduit à faire pénétrer le droit, comme l'a dit aussi le procureur, dans cette sphère intime pour faire assumer devant un juge, pour judiciariser, ce qui n'est pas du tout le mouvement actuel de la loi. La loi de programmation de 2019 sur la justice, c'est au contraire la déjudiciarisation pour les questions de conflits familiaux. Donc il y a ces promesses qu'ils se sont faites, il y a la réalité qu'il y a eu entre eux, il y a le fait qu'il a peut-être changé d'avis, qu'elle avait peut-être un petit peu minimisé son plan de carrière, que lui avait peut-être été trop facilement souple sur l'avenir qui serait celui de sa femme et les possibilités de mutation, mais tout ça relève d'eux-mêmes. Ça ne relève pas de Fever, pas plus de la défaillance, même si en plus celle-ci n'est pas prouvée. Et nous arrivons au dernier point, qui est à nouveau un point de philosophie, qui touche la responsabilité et la liberté de chacun d'entre nous. Samantha et Théodore, comme les millions, c'est ça, des millions, 13 millions, waouh, comme les 13 millions de ceux qui utilisent ces sites de rencontres et ces applications de rencontres, prennent le risque de rencontrer quelqu'un de façon numérique en se fiant au départ à l'algorithme. L'algorithme, ce qui est en soi merveilleux, ça n'est qu'un point de départ.
Ça n'est pas la vie d'un couple. Ils sont restés en couple 2 ans. Ces 2 êtres humains. L'algorithme n'était pas là. Ils utilisaient leurs ordinateurs, leurs smartphones, etc., mais pas du tout pour construire leur vie familiale. Leur vie familiale, ils l'ont construite dans leur liberté, tout comme ils l'ont déconstruite dans leur liberté de cours. Il y a une part d'aléa dans l'être humain, et tout spécialement dans le rapprochement des êtres humains. C'est toute la différence d'avec les robots. Et l'aléa de l'être humain, ce sont les sentiments, la personnalité, le cerveau, la complexité. Le droit n'a rien à y faire. Je voudrais terminer avec la citation d'un professeur de droit pénal qui s'appelle Madame Meyer, Daniel Meyer, et qui commentait un jugement rendu par un tribunal correctionnel de Metz. Voilà ce qu'écrivait le tribunal correctionnel de Metz il y a quelques années. « Tout individu entrant dans le commerce juridique doit veiller à sa propre sûreté, car il est libre et responsable. » Car il est libre et responsable. Et Madame Meyer évoquait le risque, si les juges pénaux, ce que n'a pas fait le tribunal correctionnel en relaxant le prévenu, si les juges pénaux abondaient dans le sens de la surprotection, qui est celle qu'on voit de plus en plus fortement dans les populations désemparées par les mutations de notre monde, les bonnes et les mauvaises. Eh bien voilà, pas de surprotection et le libre arbitre. Au regard de toutes ces zones d'ombre que la partie civile n'a pas affrontées, il apparaît clairement à la société Fever que le tribunal ne peut prononcer qu'une relaxe, au minimum au regard du doute. Et nous sommes au XXIe siècle avec l'algorithme, mais je voudrais citer un grand juriste aussi, hollandais, qui s'appelait Dam Hooder, qui vivait au XVIe siècle. Voilà ce qu'écrivait Dam Hooder. « En chose incertaine, le juge doit être plus enclin à l'absolution qu'à la condamnation. » En réalité, ce procès, c'est le procès du libre arbitre. C'est le procès de Descartes, de Kant, de Bergson. Que vous faites, mon cher confrère, ancien secrétaire? J'en ai terminé. Eh bien, le tribunal va en délibérer. Oui, vous êtes censé partir. Je ne sais pas s'ils ont le droit de rester dans la salle, dans ce procès exceptionnel. Non. Alors, on va en délibérer tous ensemble, mais auparavant, évidemment, je vais donner la parole à mes 2 assesseurs, puisque j'ai le privilège d'avoir Maître Beaulieu, qui est avocate, qui est une pénaliste, spécialisée dans les droits de l'homme, notamment, et puis Monsieur Villani, auquel je vais donner tout de suite la parole, parce que la première question, qu'est-ce que c'est que ces algorithmes? Je voudrais savoir ce que vous pensez de la responsabilité qui peut être engagée par des mathématiciens à ce niveau-là, dans ce défaut d'algorithme. Est-ce que l'algorithme peut tout prévoir? Est-ce qu'il chasse l'aléa? Comment vous positionnez par rapport à ça? Merci, Monsieur le Président. Rappelons, pour éclairer ces débats, qu'un algorithme, bien qu'on aime bien utiliser ce mot souvent pour faire savant ou pour impressionner, n'est en soi un concept qui n'a rien de sorcier. Les algorithmes existent depuis au moins 4000 ans. N'importe quelle opération, un tant soit peu basée sur une recette bien déterminée, est un algorithme. Le mot lui-même est une déformation du nom du savant arabe Al-Khwarizmi, savant perse dans le monde arabophone. Et les algorithmes les plus simples que nous apprenons dès l'école primaire sont les algorithmes d'addition.
des algorithmes de multiplication, et ainsi de suite. Les algorithmes aujourd'hui sont tellement célèbres parce que la puissance de l'informatique permet d'appliquer des recettes qui sont d'une complexité telle qu'aucun cerveau humain ne peut les appréhender. Et tout récemment, d'utiliser des algorithmes dont on ne sait même pas exactement quelle est la recette qui est appliquée. Toute la beauté, toute la force des algorithmes basés sur les données, sur de l'intelligence artificielle, consiste à utiliser les exemples de choses qui fonctionnent et de choses qui ne fonctionnent pas, plutôt que de s'intéresser aux causes. Dans un algorithme traditionnel de rencontre, on se serait demandé quelles sont les caractéristiques qui font que vous tombez amoureux ou pas, qu'est-ce qui assure la compatibilité, et on appliquerait une recette en disant s'il y a compatibilité sur tous les items, sur tous les axes, alors allons-y, mettons-les ensemble. Dans un algorithme basé sur les données, basé sur les exemples, de ceux que citait Maître Haïry dans une partie de sa plaidoirie, on considérerait des êtres avec toutes les données imaginables, y compris des choses apparemment anecdotiques, comme le temps qu'ils utilisent devant telle ou telle activité, ou la façon qu'ils ont de taper ou de cliquer sur un ordinateur. Et puis, on se demande dans quel cas les exemples connus de personnes avec tel ou tel profil ont abouti à l'amour, et dans quel cas cela n'a pas fonctionné. Dans le premier cas, on s'intéresse aux causes, dans le second cas, aux effets. Les seconds algorithmes sont d'habitude plus efficaces. La plupart des nouvelles technologies fonctionnent ainsi. Les précédents, qu'on appelait autrefois systèmes experts, le sont moins. Si l'on en croit la description qui est faite ici, en quantité d'informations renseignées, avec des critères aussi précis que sur le souhait d'expatriation, l'algorithme de la société Fiverr rentre dans la catégorie la plus ancienne. Et la description qui en ressort, à dire la vérité, ne dresse pas un portrait très flatteur de Fiverr. D'une part, un algorithme plutôt à l'ancienne, un slogan forcément trompeur parce que 100% de compatibilité, 100% est bien défini, mais compatibilité, qu'est-ce que c'est exactement? La capacité d'être ensemble, de vivre ensemble, de développer une passion. Ajoutons que visiblement, leurs programmeurs ne sont pas très au point si on ne sait même pas quel pourcentage des informations sont renseignées. Et si le monde a réussi à déterminer qu'une partie des informations n'est pas renseignée, c'est forcément qu'il a eu accès au code informatique. Donc Fiverr n'est pas bien vaillant pour protéger la sécurité de ces données et de ces algorithmes. Avec la mauvaise publicité que le cas va lui apporter, je ne pense pas qu'il va pouvoir affronter la concurrence rude, comme le rappelait Maître Haïry, qu'il va pouvoir l'affronter avec de bons atouts. Merci de cet éclairage. Maître Beaulieu, tu n'es pas avocat aujourd'hui, je le précise. Attention, pas du tout. Au-delà de ce problème d'algorithme bon ou mauvais, la question, me semble-t-il, n'est pas de savoir si Fiverr doit être mal considéré de par sa technique. La question est de savoir si ce dont se plaignent ces personnes qui ont saisi le tribunal pour voir condamner cette société, s'il y a vraiment une causalité, et je pense que ça a été dit assez bien, s'il y a vraiment une causalité entre ce qui s'est passé au bout de leurs 2 ans de mariage et ce qui s'est passé via Fiverr. La difficulté, me semble-t-il, je crois qu'on doit débattre avec vous, pour moi, il me semble que la vraie réflexion que nous devons avoir, c'est est-ce que ces gens, après s'être rencontrés, se sont parlé, ont parlé de leur projet, ou est-ce qu'ils ont considéré que tout ce qu'ils avaient dit à l'application qu'ils avaient interrogée était fixé définitivement? Et à partir de là, on doit s'interroger sur une période qui est cette période de leurs 2 années de vie commune. Qu'ont-ils fait? Qu'ont-ils dit? Comment ont-ils vécu? Et à partir de là, est-ce que leur séparation, parce que l'un voulait partir, l'autre voulait rester, est-ce que leur séparation est due à ces défauts dont effectivement, moi j'ai été assez sensible à ça techniquement, on ne sait pas très bien lesquels ils étaient.
Et ça pose un problème d'une éventuelle mesure, effectivement, avant dire droit. Le président nous dira ce qu'il en pense. Ou est-ce que ces personnes pouvaient, à partir de là, échanger, et ne pouvaient-ils pas, pendant cette période, travailler sur ce que devait être et devenir leur couple? C'est pour ça que moi, je pense que si Fever, effectivement, n'attire pas une immense sympathie, mais pas plus que les publicités pour les crèmes de beauté qui promettent 100% de rides en moins, si Fever n'attire pas beaucoup de sympathie, ce couple n'attire pas non plus, me semble-t-il, dans sa logique, en tout cas, de ma part, une grande compassion et une grande écoute à leurs plaintes. Mais je pense que c'est à vous aussi de nous dire ce que vous en pensez. Pour aller dans votre sens, chers collègues, on remarquera que ce qui est remarquable est, comme on le dit bien, la compatibilité, c'est plus facile à promettre que l'amour. Et dans le cas qui nous intéresse, le couple est effectivement tombé amoureux. Ils auraient pu se réjouir de ce petit miracle, bien plus intéressant que la compatibilité promise, et évoluer l'un vers l'autre pour aplanir ce qui finalement n'était qu'un épiphénomène, comme vous le dites bien. Alors, en deux mots, une nouvelle mesure d'instruction, je pense que le cas est très clair, donc je ne vois pas personnellement l'utilité, et puis il faut aussi qu'on prenne nos responsabilités. Ce que je voudrais simplement dire, juste avant de donner la parole à la salle, c'est que nous sommes saisis d'une publicité mensongère, trompeuse. Il ne faut pas déplacer le débat non plus. Il s'agit de savoir si ce que dit ce groupe sur Internet en disant on assure 100% de compatibilité, alors qu'en réalité il ne traite que 70% des informations, il a un bug informatique, mais bon, pourquoi est-ce qu'une fois son bug informatique, il aurait pu à un moment donné dire attention, on ne peut pas assurer 100%. Est-ce que c'est une publicité qui est de nature à induire en erreur? Est-ce qu'elle est trompeuse? C'est ça le sujet. Voilà, alors il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc je donne la parole à la salle. Qui veut donner son avis? Oui. Bonjour, enfin bonsoir Monsieur le Président, bonsoir Madame, Messieurs les assesseurs. La chose qui pourrait se poser, c'est le temps. C'est le temps qui s'est passé entre peut-être la faute de la société et les 2 années qui se sont passées avant la séparation. Donc je poserai la question du temps. Voilà. Oui, vous avez raison. Et je me demande si également on ne doit pas également poser la question de la définition de qu'est-ce que ça veut dire compatibilité. Est-ce que finalement le fait que l'un veuille envisage de rester et l'autre envisage de partir, est-ce que c'est un problème réellement de compatibilité entre 2 personnes ou simplement un problème, je dirais, de quotidienneté, ce qui n'est pas exactement la même chose? Alors, dans la salle, il y a des bras qui se lèvent. Oui, bonjour à la Cour. Je voudrais revenir sur la question de la protection du consommateur et du discernement normal. On est là dans un produit qui est un produit nouveau. Il suffit d'écouter d'ailleurs au début de la télévision les gens vous dire bien sûr que c'est vrai puisqu'on l'a dit à la télé. Donc on peut considérer aussi qu'un certain nombre de gens disent bien sûr que c'est vrai puisque c'est une machine qui le fait. Et peut-être qu'un jour d'ailleurs il faudra nous protéger contre la publicité mensongère des hommes politiques, pardon. Mais voilà, je pense que dans quelle mesure... Pardon, monsieur. Désolée, je n'avais pas fait le rapprochement tout de suite. N'insultez pas la Cour, s'il vous plaît, sinon je fais expulser la salle. Ça va me coûter cher, c'était de la science-fiction.
Oui, donc je pense que le consommateur avec un produit nouveau est un consommateur inévitablement peu averti. Et que c'est ce fait-là qui doit être pris en compte. La difficulté étant évidemment que quand on fait jurisprudence après 2 ans d'amour, enfin si le divorce est au bout de 2 ans, on peut penser que l'amour a duré 6 mois et que c'est quand même une durée nettement inférieure à la moyenne. On parlait de la moyenne, ce n'est pas du consommateur moyen. Eh bien, en l'occurrence, 2 ans, c'est sans doute en dessous de la moyenne. Donc, on peut considérer qu'il y a eu, après une promesse d'absolu, on peut considérer qu'il y a eu une déception d'autant plus grande, puisqu'on revenait dans la norme du hasard de l'amour. Oui, oui, monsieur. J'avais une question, pardon, bonsoir. Concernant la ruse qui avait été évoquée par l'avocat de la défense, pourquoi est-ce que le site de rencontre a développé un algorithme pour ne traiter qu'une partie des données, puisqu'il peut facilement toutes les intégrer? Et notamment, est-ce que ce n'est pas une ruse marketing, puisqu'un site de rencontre, c'est quand même le seul service où il donne un service à ses clients pour qu'ils ne deviennent plus clients, que ce serait une ruse pour pouvoir acquérir de nouveaux clients derrière? C'est une question qu'on ne s'est pas posée. Remarque judicieuse. Autre remarque. Bonsoir à la Cour. On dit habituellement, il y a un adage qui dit « en mariage, trompe qui peut ». Comment peut-on condamner une entreprise alors qu'on ne condamnerait pas en fait un époux qui aurait trompé son épouse dans la mesure où le dol n'est pas admis en fait en matière de mariage. Donc on est dans un produit assez particulier et donc est-ce qu'on ne devrait pas exclure de la pratique commerciale trompeuse en fait ce type de prestation dans la mesure où effectivement de toute façon en mariage trompe qui peut. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, j'ai du mal à comprendre l'expression trompe qui peut dans le mariage? Eh bien, en fait, on estime que un futur époux essaye toujours de se présenter sous ses meilleurs atours, avec une possibilité de tromperie dans la mesure où, comme on le dit toujours, le mariage dure 3 ans ou l'amour dure 3 ans. Et donc 2 ans, c'est une période quand même assez estimable. Donc à partir du moment où de toute façon un futur époux se présente toujours avec tous ses avantages et non pas ses inconvénients, est-ce que finalement on pourrait pardonner à une entreprise qui fait la même chose, quoi? D'accord, je l'avais compris dans un autre sens, c'est pour ça que je vous ai demandé la précision. Bonsoir. Je me demandais dans quelle mesure il n'y avait pas en réalité 2 préjudices distincts qui n'ont pas nécessairement été définis. Le premier préjudice qui découlerait de la tromperie commerciale, donc les informations mensongères qui auraient été fournies par l'entreprise, et dans un deuxième temps, le préjudice qui découlerait du divorce. Et dans ce cas-là, en fait, en demandant la réparation, en demandant le remboursement des frais de divorce, l'avocat de la partie civile aurait en réalité demandé la réparation du second préjudice que je viens de définir. Mais en réalité, on pourrait réparer le premier préjudice qui découlerait de la tromperie initiale et donc, par exemple, qui pourrait consister dans le remboursement des frais d'inscription à ce site de rencontre, mais pas bien sûr le second préjudice qui, lui, ne serait pas réparable puisque le lien de causalité aurait été brisé finalement. Mais le premier, il pourrait potentiellement être réparable. Merci. Je vois qu'il y a des juristes dans la salle. Ça m'inquiète. Alors, qui d'autre prend la parole? Oui, s'il vous plaît. Bonsoir, je suis là. La question que je me pose, c'est est-ce que le tribunal ne pourrait pas déclarer l'action irrecevable pour un défaut d'intérêt? Imaginons que la publicité soit effectivement trompeuse. Vous répondrez sur la question technique. Il faudrait que l'on puisse avoir la certitude qu'une tromperie qui viendrait vous dire 100% compatible est une garantie
de la vie d'un couple de longévité et une garantie d'amour et d'affection. Or, vous n'avez aucune façon de pouvoir soutenir que si vous étiez compatible à 100% au début, votre couple sera pérenne. Bien. Autre intervention? Alors, oui, bonjour, bonsoir, là. Ici. Merci. En fait, je voulais dire à peu près la même chose, mais en revenant sur la notion d'algorithme, parce qu'un algorithme statistique est fait pour être calibré pour être efficace à une date T. Et on peut imaginer ici que la date T soit le jour où il est appliqué, donc le jour où ils ont rempli leur questionnaire. Par contre, l'algorithme n'est pas fait pour être efficace à 2 ans, 3 ans ou 10 ans plus tard. Donc, on peut supposer que l'algorithme était efficace puisqu'ils se sont rencontrés et sont tombés amoureux. Par contre, il est inefficace et il n'est pas fait pour ça, pour prédire ce qui va se passer dans 2 ans. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis au milieu. Ah, merci. Outre la difficulté de définir le concept de compatibilité, nous avons le problème de définir ce qu'est l'amour. Lorsque le soldat demande à l'aumônier s'il a le droit de tirer dans le dos d'un adversaire et que l'aumônier de l'armée lui répond oui, car l'amour, c'est de regarder dans la même direction. L'amour peut tuer, mais là, il n'y a pas tellement de victimes finalement, ils s'en sortent bien, ils sont juste blessés. Je doute que le tribunal puisse apporter une définition à l'amour dans son jugement. Hein. Si vous me permettez, il me semble que compatibilité pose encore plus de problèmes que amour. Au moins, on a le sentiment quand on est amoureux, on le ressent. Qu'est-ce que ça veut dire être compatible? Ou peut-être quelque chose qui s'éprouve? Je ne vois pas de notion, définition claire de compatibilité, de sorte qu'il me semble que tout converge pour dire que le slogan utilisé par Fever est en fait vide de sens. Il est donc trompeur. Il est trompeur, mais comme le disait notre collègue, par rapport à d'autres slogans utilisés de façon peu rigoureuse, est-ce qu'on peut sévir de façon stricte? Le slogan me semble en tout cas trompeur, 100% de compatibilité. Il y a une dimension monétaire quand même dans la société Fever. Je ne vais pas faire de l'anti-grand groupe primaire, mais ils en vivent, ils vendent ça, etc. Donc on joue un peu sur la faiblesse des gens, quelque part. Bon, là, je sens que je me suis mal parti. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, c'était justement sur ce sujet. En reprenant ce que vient de dire M. Villani, je pense que le slogan est trompeur et laisse induire que la compatibilité est importante pour la longévité d'un couple. Et quand on se pose la question de savoir à qui profite le crime, évidemment, cette société qui fonctionne sur un marché certainement très, très juteux et assez important. Donc, je trouverais personnellement un petit peu choquant que cette société puisse s'en tirer à si bon compte. Autre intervention? Je ne sais pas si la compatibilité ne peut pas s'apprécier un peu de la même manière qu'une agence matrimoniale fait son travail. Les renseignements qu'elle obtient des divers clients qu'elle rencontre, remplissent une fiche, et puis ensuite l'incompatibilité pourrait être, par exemple, de mettre ensemble, même s'il n'y a pas de mariage, 2 personnes qui sont incompatibles, enfin, par rapport à leur fiche. Donc, à mon sens, si vous voulez, le problème de l'incompatibilité ou pas, je rejoindrai un petit peu ce que disait Maître Beaulieu. De la défense. C'est peut-être un problème technique de savoir si oui ou non cette machine avait bien la possibilité de traiter
les informations dont elle disposait pour trouver des choses qui ne soient pas aussi incompatibles que ce qu'elle a trouvé. Juste en complément, est-ce que la protection du consommateur ne doit pas avoir aussi pour limite le discernement que les uns et les autres nous devons avoir ? Au niveau de la compatibilité, je crois que ce qu'il faut prendre en compte, c'est que tous les sites de rencontres vendent la compatibilité. C'est exactement là sur quoi est basé aujourd'hui sont basés les sites de rencontres. Donc c'est le produit, la compatibilité. Donc effectivement, quand on met 100% de compatibilité, si on reste rationnel, on est effectivement dans un résultat ultime que n'ont pas probablement invoqué les autres sites de rencontres. Donc c'est extrêmement lié au produit lui-même, le 100% de compatibilité. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. Je pense, non pas, après il y a tout le fait des 2 ans après et tout, mais la publicité est mensongère, enfin je veux dire, on attaque le cœur du produit. Donc si on dit que cette publicité de 100% c'est pas grave parce que ça se passe pas comme ça et puis ainsi de suite, c'est assez grave quand même parce que c'est leur produit. Et donc par rapport à la concurrence, c'est un point qui effectivement ils font ressortir et c'est un argument concurrentiel extrêmement fort. Bonjour. Le débat a énormément tourné autour de la question de l'amour, alors qu'on l'a dit, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la compatibilité. Et évidemment, il y a le problème de la définition de la compatibilité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense qu'il faut se demander ce que Fiverr a voulu entendre eux-mêmes par compatibilité et se fonder sur cette définition que l'on peut déduire de leur activité pour ensuite établir si oui ou non la publicité a été trompeuse. Fiverr propose un algorithme dans lequel on rentre des informations et tout cela est très quantifiable. On a posé la question du bondole. On a pu quantifier que 70% des informations étaient traitées et que 30% des informations n'étaient pas traitées. Il semble que la compatibilité au sens de Fiverr, c'est la compatibilité des données qui ont été entrées par les utilisateurs. Donc si on établit que 70% des données ont été traitées et 30% n'ont pas été traitées, ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas promettre 100% de compatibilité des données. Et donc, ils ont trompé le consommateur, qui sait parfaitement que c'est ainsi que fonctionne le site de rencontre, puisqu'il rentre ces informations. Il a trompé le consommateur en lui promettant qu'en entrant ces données, il serait matché avec un profil avec lequel il y aurait 100% de compatibilité des données. Donc il ne faut pas parler d'amour. Et évidemment qu'ensuite, il y a 2 ans, 3 ans d'amour, voilà, les aléas de la vie, tout ça. Mais au départ, il y a un vice qu'ils n'ont pas traité 100% des données. Et je pense que la question est aussi simple que ça. Bonsoir. Je suis là. Je voudrais revenir sur le discernement, qui paraît important si je vous écoute. Et je pense qu'il y a vraiment une absence de discernement dans la mesure où les 2 personnes sont en mal d'amour, sont au niveau de la société complètement perdues quand leurs amis sont mariés, qu'ils souhaitent absolument trouver l'amour et sont prêts à éventuellement tous les compromis. Donc voilà, je pense qu'il y a véritablement une absence de discernement. Bonsoir à toutes et à tous. Je me pose une question à l'écoute de nos échanges. C'est qu'on voit que au-delà de cette affaire précise, on voit des personnes qui donnent toutes leurs données les plus intimes à des sociétés qui leur promettent le bonheur en quelque sorte. Que ces personnes, quelque part, sont en situation de vulnérabilité, puisque voilà, elles recherchent le bonheur, et qu'il y a une situation de grand déséquilibre entre ces personnes et ces sociétés qui fournissent ce service à travers un algorithme dont on ne sait rien, qui est une boîte noire. Il a été dit tout à l'heure des sociétés qui peuvent même avoir intérêt à ce que les gens ne se rencontrent pas tout de suite pour pouvoir les laisser plus longtemps ensemble. Et du coup, je me demandais si dans ce cadre précis, il ne faudrait pas imposer à ces sociétés que ces algorithmes soient sous une licence libre, soient ouverts pour que les gens puissent vérifier leur fonctionnement, et que donc Maître Gauthier évoquait il y a 2 ans le procès avec le répliquant, que ce tribunal saisisse le pouvoir législatif, puisque nous avons des experts dans le domaine,
pour se pencher sur cette question. Oui, bonsoir. On nous parle d'analyse de données, d'algorithmes, de choses très scientifiques, sous une haute autorité scientifique. Mais rien ne nous dit que les deux individus en question ont bien renseigné les données avec ce qu'ils étaient, ce qu'ils ressentaient, et les aspirations qu'ils avaient. Rien ne nous dit qu'ils n'ont pas menti sur leur motivation et sur un certain nombre de choses. Et ce qui pourrait aboutir au défaut de bon matching. Oui. Je voudrais revenir sur ce que disait le monsieur sur 70% versus 30%. Autant on peut considérer qu'effectivement la compatibilité est un concept compliqué à expliquer, mais rien ne dit qu'en ne traitant que 70% des données, Fiverr a fait une faute dans sa promesse. Peut-être qu'avec quelques données, il a été capable, via leur algorithme, de garantir que les personnes étaient compatibles. Rien ne dit qu'il faudrait traiter 100% des données, quand bien même c'est quoi ces 100% des données, puisqu'on pourrait poser des questions pendant toute une vie et en poser des milliers et des milliers. Il y a des sites qui fonctionnent comme ça par ailleurs. Mais rien ne dit que 70% des données ne suffisent pas d'un point de vue algorithmique pour garantir cette compatibilité. Donc on est d'accord que le concept est assez fumeux. Mais pour moi, il n'y a pas de faute de la part de Fiverr s'ils sont capables de dire que leur algorithme a garanti la compatibilité et le fait qu'il n'ait traité qu'une partie des données ne justifie pas une faute de fonctionnement, à mon sens. On me dit que c'est la dernière question, donc je suis désolé de vous couper la parole. On va procéder au vote. Alors, je ne suis pas habitué à ce type de délibéré, Madame le greffier, avec un vote à main levée, si je comprends bien. Alors, la question quand même, comment ? Oui, l'explication de vote, oui. On me fait remarquer, monsieur le député, oui, effectivement, il faudrait quand même donner un minimum d'explications. La question qui est posée, c'est est-ce que la société Fiverr est coupable de publicité trompeuse? Voilà, c'est ça. Si vous dites oui, après va se poser la question de la peine qui peut être appliquée, puisqu'elle encourt une peine, c'est un délit pénal si la réponse est positive, évidemment, et va entraîner également le paiement, le cas échéant, de dommages-intérêts. Vous avez vu qu'il a été demandé 10 000 € de dommages-intérêts par la victime. Alors, on procède à un vote à main levée. Alors, j'ai très peur parce que j'ai une avocate à côté de moi. Je ne sais pas s'il faut d'abord que je demande est-ce qu'il est coupable ou est-ce qu'il est innocent. Alors, qui vote en faveur de la culpabilité de la société Fiverr? C'est-à-dire qui vote en disant la société Fiverr a commis le délit de publicité mensongère, trompeuse? Non? C'est vous qui comptez, Madame le greffier. Sinon, on va aller au jugé. Bon, et qui est contre? C'est majoritaire. Monsieur le député qui a l'habitude des votes à main levée a dit que c'était donc une relaxe. Donc, voilà. Alors on va peut-être faire rentrer les parties, les avocats et le procureur de la République. Le tribunal, après en avoir délibéré, relaxe la société Fiverr des fins de la poursuite. L'audience est levée.